BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, mon invité, c'est Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo. Bonjour. Bonjour. L'équipementier automobile français, numéro 1 mondial de l'électrification des véhicules. Une voiture neuve sur 3 sont équipées des systèmes électriques de Valeo. Beaucoup de questions pour vous ce matin, parce qu'on a été un peu inquiet hier par ce warning d'un de vos concurrents, Faurecia, qui dit que ses marges seront plus faibles et donc qui a fait un peu dévisser le secteur en bourse, notamment Plastic Omnium. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes un peu plus inquiet aujourd'hui qu'hier, Jacques Aschenbroich? On est moins inquiet aujourd'hui qu'hier. Bon. Le mois de novembre est plutôt meilleur que ce qu'on avait imaginé en octobre quand on avait confirmé notre guidance. Vous vous rappelez qu'en fin octobre, on a confirmé notre guidance sur la partie haute, entre 13 et 13,4. Je pense qu'on sera plus proche de 13,4 que de 13. Et on est impacté évidemment par les arrêts. Il faut quand même se rappeler qu'il y a à peu près 9 millions de voitures qui n'ont pas été produites pour des raisons de semi-conducteurs. Mais on a l'impression que cette partie-là est en train de s'améliorer. L'important pour nous, c'est de maîtriser nos coûts et surtout de maîtriser nos stocks. L'impact pour nous sera principalement sur le besoin en fonds de roulement parce qu'on n'arrive pas, évidemment, à avoir des stocks aussi bas qu'il faudrait. Oui, parce qu'en face, les constructeurs, eux, adaptent leur production. Ça fait un peu des stop and go pour vous. Et donc, vous devez avoir un peu plus de stock de précaution qu'avant, quoi. Et oui, et puis surtout, on est obligé de produire pour des enlèvements qui n'ont pas lieu. Donc, on est obligé de s'adapter en permanence, d'adapter nos productions. Nos équipes ont fait un boulot absolument fantastique. D'abord, on est le troisième, probablement, acheteur de semi-conducteurs dans l'industrie automobile. Nous n'avons jamais arrêté un client. C'est un travail absolument incroyable qui a été fait par nos équipes. Et elles sont aussi obligées de s'adapter en permanence à ces stop and go de production. C'est un travail titanesque qui est fait par nos équipes. Mais à ce stade, on peut confirmer notre guidance. Seulement, le besoin en fonds de roulement sera peut-être un peu touché par ces stop and go dont vous parlez. Donc on peut dire ce matin que Valeo, vous avez traversé, vous traversez les intempéries et la crise sans dommage, donc bravo. Sans dommage, si, bien sûr, parce qu'on aurait été tellement heureux si ces 10 millions de voitures aient pu être produites, ce n'est pas le cas, mais il faut avancer. Le sujet principal, c'est peut-être l'inflation des coûts. Les matières premières sont en train d'augmenter, l'énergie bien sûr, mais aussi le cuivre, l'aluminium, les plastiques, les frettes. Ça ne se tasse pas, ça ? Non, je pense que ça va rester à un niveau élevé. Jérôme Powell pense comme vous. Vous avez vu dans le discours qu'il a prononcé tout à l'heure au Sénat américain, il dit que l'inflation va durer sur 2022. Je pense que les coûts qui ont augmenté de toutes ces matières, qui ont augmenté progressivement au cours de l'année 2021, vont rester à un niveau élevé en 2022 et peut-être plus tard. Et donc, on n'a pas de choix. Il faut absolument repasser l'ensemble de ces coûts à nos clients. Donc, augmenter les prix ? Donc augmenter les prix de nos produits en permanence. Alors j'appelle ça plutôt des compensations, parce que ça peut être sous forme de cash, ça peut être sous forme plein de solutions pour adapter vis-à-vis de nos clients l'ensemble de ces hausses qu'on subit, de manière à ce qu'elles soient prises en charge par nos clients. Alors vos clients sont évidemment les constructeurs automobiles, mais derrière ça veut dire qu'eux aussi vont devoir augmenter les prix aux consommateurs. C'est ce qu'ils ont fait cette année déjà. C'est-à-dire qu'ils ont cette année réduit leur réduction de prix, ils ont augmenté leurs prix, ils ont focalisé leur production sur les modèles à plus haute marge. C'est ça. Et quand on regarde aujourd'hui la rentabilité des constructeurs automobiles, et c'est tant mieux pour nous, elle est remarquable dans une période de crise. Mais maintenant, il va falloir qu'ils prennent en charge, eux aussi, l'augmentation des coûts que nous subissons. Ce sera la seule façon pour nous de pouvoir payer nos propres fournisseurs avec les hausses de coûts qu'ils subissent. Vous arrivez à imposer ça, des hausses de prix aux fabricants, ou c'est compliqué ? Rien n'est jamais simple dans la vie, mais quand vous avez absolument comme objectif, ça fait plusieurs mois que vous m'entendez dire que notre sujet principal, ce sera l'inflation de ces coûts de matières premières. Donc nos équipes ont beaucoup travaillé, c'est pas fini, il faudra continuer de s'adapter, mais il n'y a pas de choix. Alors vous êtes à l'aube d'une révolution automobile, vous l'avez déjà entamée, puisque je le disais, un véhicule sur 3 électrique dans le monde a des équipements Valeo. Vous êtes la première entreprise française en matière de dépôt de brevets. Dans le monde, tout secteur confondu. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir une longueur d'avance dans ce secteur pour rester dans la course. C'est ce que vous faites avec les équipements électriques, avec le LIDAR, les fameux radars ultra sophistiqués qui vont permettre de mettre au point ces fameuses voitures autonomes. Oui, on n'a pas le choix. Il faut toujours avoir un coup d'avance. On est sorti de la crise qu'on avait subie en 2008-2009, qui était terrible, où Valeo a failli disparaître à l'époque. On est sorti par le haut, par l'innovation et par l'investissement. Et cette innovation a fait de nous le premier déposant de brevets, c'est très bien, mais le plus important, c'est qu'on a développé plein de plateformes technologiques qui nous permettent, dans chacun des secteurs, d'optimiser maintenant nos coûts de développement, d'optimiser nos coûts de production, d'optimiser nos investissements, de manière à répondre dans l'électrification, mais aussi dans ce
la voiture autonome. Le lidar est un des aspects, ce qu'on appelle l'ADAS dans notre métier, c'est toute l'assistance à la conduite, où dans l'un et dans l'autre, nous sommes le numéro 1 mondial. Dans chacun de nos métiers, nous sommes numéro 1 ou numéro 2 mondial, et on ne peut le faire que si on continue inlassablement à développer ces plateformes technologiques. Alors je sais que vous n'avez pas le droit de trop parler de vos clients, mais bon, quand on parle électrique, d'assistance à la conduite, on imagine que vous travaillez pour Tesla, que vous travaillez pour Google, qui prépare son véhicule autonome, peut-être pour Apple, qui peut-être un jour lancera une voiture, on ne sait pas trop. Tout ça, c'est des gens que vous connaissez quand même. Alors, je ne parlerai jamais de mes clients, mais il y a peu de clients au monde avec lesquels nous ne travaillons pas. Chacun a ses propres spécificités, chacun a sa dynamique, mais chacun utilise nos plateformes technologiques. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de standardiser. Si on veut réduire les coûts globaux, et vous savez que le sujet principal sur l'électrique, c'est de réduire les coûts. Les coûts sont aujourd'hui trop importants, ils vont être réduits dans les années qui viennent. Il faudra réduire le coût des batteries, mais ça, c'est pas nous. Il va falloir réduire le coût des moteurs, le coût de tout ce qui est le thermique de la voiture. Et c'est uniquement en standardisant. Et notre métier, c'est de standardiser, d'innover et de standardiser. C'est ce que nous faisons dans chacun de nos métiers. Quand vous voyez tous les constructeurs automobiles qui annoncent l'électrification de leur ligne, Nissan qui hier dit que 50% des véhicules vendus seront électriques d'ici 2030, je crois, tout ça, c'est intégré dans votre business plan. C'est effectivement ce qui va se passer dans cette industrie? Alors c'est évidemment notre ligne de marche. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une accélération incroyable de l'électrification. Alors on peut peut-être imaginer que c'est trop, mais je pense que la mort du moteur à combustion est annoncée. Est-ce que ce sera en 2030, à 2035 Est-ce qu'il y aura encore de l'hybride rechargeable, qui est la position de la France, par rapport à d'autres pays qui voudraient bannir complètement le moteur thermique en 2035 pardon. Donc c'est des sujets qu'on prend évidemment en compte dans nos plans à long terme. On est obligé non pas de réfléchir sur des plans à 3 ou 5 ans, on est obligé de réfléchir sur des plans à 10, 15 ans pour voir l'évolution de nos technologies, les besoins en R&D, les besoins en investissement pour faire face à ces évolutions. Alors, la première évolution, ça va être évidemment les véhicules électriques, peut-être à hydrogène aussi d'ailleurs. Vous êtes aussi présent, cette technologie? Alors, on est présent. On a investi beaucoup sur la partie électrique, donc les moteurs, les onduleurs, les chargeurs. Mais beaucoup de nos produits, on en développe à la fois en Asie et en Europe, des produits principalement dans le thermique qui nous permettent aussi d'adresser le marché de l'hydrogène. Donc on est à la fois dans l'électrique, batterie, et aussi dans l'hydrogène. Mais ce qu'on a fait principalement jusqu'à présent, c'est l'électrique. C'est là où il y a l'essentiel du marché dans les 10 ans qui viennent, c'est le véhicule électrique à batterie. Alors faites-nous rêver un peu, parce que la génération d'après, on le sait, c'est la voiture autonome. Google est très en avance dans ce domaine. Et vous avez dévoilé votre 3e génération de radar LiDAR. Alors ça veut dire que la voiture sans volant, c'est pour quand? C'est la voiture qui roule toute seule. Je suis incapable de répondre à cette question. Mais vos radars, ils pourraient presque le faire, parce que vous dites qu'ils sont bons pour le service jusqu'au niveau 2, l'autonomie, mais en vérité, on sait qu'ils peuvent aller sans doute plus loin. On peut voir avec ces radars un cycliste dans le noir que ne verrait même pas l'œil humain. Et alors, numéro 2, pour nos auditeurs, numéro 2, c'est vous, le conducteur, qui avez encore la responsabilité. À partir du numéro 3, vous déléguez la responsabilité à la voiture. Il y a certains véhicules d'un constructeur européen, d'un constructeur japonais, qui lancent des véhicules niveau 3 avec nos capteurs, en particulier les lidars. Mais il faut toujours aller plus loin. La dernière génération, le lidar numéro 3, va encore plus loin, va encore mieux. Et permet effectivement de faire un pas supplémentaire vers une voiture autonome. Mais tout ça, la voiture autonome, c'est finalement le Graal. C'est ce qui se passera dans quelques années. Ça commencera par des robotaxis qui commencent à exister aux États-Unis. Et après le robotaxi, il y aura pour vous et pour moi une voiture qui sera autonome, mais il faudra probablement attendre encore quelques années, probablement une dizaine d'années. 10 ans, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est 10 ans quand même. Il faut travailler pendant 10 ans, à la fois sur les équipements, et sur l'ensemble des logiciels qui permettent à ces voitures d'être totalement autonomes. Il y a ce chiffre fascinant, 56% des commandes que vous recevez aujourd'hui portent sur des technologies qui n'existaient pas il y a 3 ans. Ça veut dire que, en fait, quasiment 100% des commandes que vous aurez dans 6 ans, vous ne savez pas ce que vous vendrez dans 6 ans. Non, mais on travaille les technologies. C'est-à-dire qu'on sait sur quel domaine on travaille. Il y a énormément d'échanges avec nos clients. Il y a énormément de roadmap technologies qu'on développe avec nos clients. On le fait plusieurs fois par an en interne pour vérifier que ce qu'on veut développer, les technologies qu'on veut développer sont cohérentes à ce qu'on voit comme évolution du marché. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans notre métier, il faut toujours avoir un coup d'avance et on ne peut avoir un coup d'avance que si on dépense beaucoup
d'argent en R&D. 12% du chiffre d'affaires. Hein. C'est en train de baisser. Ah. C'est en train de baisser parce que justement, c'est attention, il ne faut pas trop baisser la garde. Non, mais hein. c'est parce que justement, nous avons développé ces plateformes technologiques qui nous permettent d'optimiser beaucoup mieux nos dépenses de R&D par rapport aux projets que nous avons. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les dépenses, donc la rentabilité à court terme, et évidemment les évolutions technologiques et les marchés à plus long terme. C'est cet équilibre qui est toujours très difficile, et c'est le rôle du patron de trouver le bon équilibre. Mais je pense qu'on est en train de le trouver entre le court terme, notre rentabilité, et le long terme, notre futur. En tout cas, Jacques Aschenbroich, vous nous avez annoncé que pas de profit warning sur Valeo ce matin, contrairement à d'autres. On ne citera pas les noms, mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes en ligne avec vos objectifs. Merci beaucoup.